Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Alors, pour l'instant, on n'a pas tout le monde qui est arrivé, on a juste Aurel. Aurel, est-ce que vous pouvez juste me dire, en attendant qu'on commence, est-ce que c'est le premier cours que vous faites avec moi ou est-ce que vous en avez déjà fait? Si vous pouvez juste me noter dans la partie questions-réponses à gauche de l'ordinateur. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Aurel, Amandine, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez-moi un pouce vers le haut. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, c'est la première formation avec vous. Alors, bienvenue. Alors, ce cours, il va avoir pour but de faire, dans une première partie, des rappels sur les pathologies du pied. Ensuite, on fera une petite pause. Et dans la seconde partie, on sera la partie, entre guillemets, pratique, l'utilisation de la plateforme, la gestion des patients. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à tout moment d'intervenir à la partie à gauche de l'écran, donc dans la partie questions-réponses, ou si vous voulez que je vous réexplique quelque chose, il n'y a pas de problème. Alors, je commence par me présenter. Je suis Sacha Habib, je suis pédicure podologue depuis 10 ans. J'ai mon cabinet à Cannes et je fais des semelles orthopédiques avec la plateforme Tout Comme Vous. Juste petit rappel anatomique, pendant tout le cours, je prendrai en référence l'axe du corps. Donc, axe imaginaire qui passe par le milieu du corps. Donc, dès que je dirai en dedans ou en interne, c'est ce qui se rapproche de l'axe du corps. Et dès que je dirai en dehors ou en externe, c'est ce qui s'en éloigne. On va faire un rappel sur les os du pied. Donc, l'os du talon qu'on a à l'arrière-pied, c'est le calcanéum. Donc, quand vous touchez votre pied, il est ici. Quand vous touchez votre talon, c'est le calcanéum que vous sentez. Essayez de bien retenir cet os parce qu'on va en parler plusieurs fois pendant le cours. Au-dessus du calcanéum, on va avoir le talus. En avant du talus, le naviculaire, qui lui s'articule en avant avec les 3 cunéiformes, le cunéiforme interne, intermédiaire et externe. Toujours pareil, on imagine l'axe du corps ici. Donc celui-ci, c'est plus proche de l'axe du corps, donc l'interne, intermédiaire, celui du milieu, et latéral ou externe, le plus éloigné. En avant du calcanéum, le cuboïde. Donc si vous ne connaissez pas bien les os du pied, essayez de retenir au moins pour l'arrière-pied, calcanéum, os du talon. Ensuite, en avant, on va avoir la palette métatarsienne avec les 5 métatarsiens. Les métatarsiens qu'on appelle par leur numéro. Métatarsien numéro 1, métatarsien numéro 2, métatarsien numéro 3, métatarsien numéro 4, métatarsien numéro 5. Et chaque métatarsien est composé d'une base, d'un corps, d'une tête. Base, corps, tête. Pourquoi je vous parle de ça? Puisque les têtes métatarsiennes, donc on a ici, c'est ce que vous sentez quand vous touchez votre avant-pied. D'accord? Ici, on a nos têtes métatarsiennes. D'accord? Qui, on verra tout à l'heure, peuvent s'avérer douloureuses et donner des pathologies comme la métatarsalgie. En avant des métatarsiens, on va avoir les orteils, donc qui sont composés de phalanges. Donc, 3 phalanges pour chaque orteil, sauf pour le gros orteil qu'on appelle l'hallux, qui lui contient 2 phalanges. On va avoir ensuite les sésamoïdes, donc les 2 os sésamoïdes qui sont situés en arrière de la première tête métatarsienne. Et on verra tout à l'heure qu'ils peuvent donner des pathologies comme les sésamoïdopathies. Donc, si vous êtes un petit peu nouveau ou que vous avez le début, vous avez complètement oublié, essayez de retenir pour suivre le cours calcanéum, os du talon, les 5 métatarsiens composés de leur tête métatarsienne et les sésamoïdes situés en arrière de la première tête métatarsienne. Hop, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Alors, le genou. Un genou normal, la personne est debout, on a à peu près le même écart entre les genoux et les pieds. Je rappelle que le genou, c'est l'articulation de 3 os, le fémur, le tibia et la rotule. Et donc, il y a 2 articulations. L'articulation fémoro-tibiale, donc entre le fémur et le tibia, qui sont séparés par des ménisques, le ménisque interne et le ménisque externe, pour chaque genou, et l'articulation fémoro-patellaire, entre le fémur et la rotule. Maintenant, on va voir le genou valgum. Donc, le genou valgum, c'est tout simplement les fémurs qui partent en dedans
qui se rapprochent de l'axe du corps, et les tibias qui partent en dehors. Ce qui donne l'apparence de genou en X. Et en fait, le moyen de reconnaître un genou valgum, c'est quand la personne est debout, si lorsqu'elle a les pieds écartés, ses genoux restent collés, c'est le genou valgum. Le moyen mémotechnique, c'est genou valgum, il y a gomme dedans, comme dans chewing-gum, comme dans genou collé. D'accord? Donc, genou valgum, genou chewing-gum, genou collé. C'est un genou que vous verrez plus chez les femmes que chez les hommes. Et du coup, qui va donner le fait que les genoux partent en dedans, des compressions fémoro-tibiales externes, qui peuvent aboutir à une usure des ménisques externes et à de l'arthrose fémoro-tibiale externe. Et en interne, le risque, c'est d'avoir des pathologies des muscles internes, donc les muscles de la patte doigt, et du ligament latéral interne. Une autre pathologie qu'on peut retrouver sur le genou valgum, c'est le syndrome rotulien. C'est une douleur du frottement de la rotule contre le fémur. Le genou varum, ça va être l'opposé. Donc, c'est un genou qui touche plus les hommes. Quand la personne est debout, si ses pieds sont collés et que ses genoux restent écartés, c'est un genou varum qui donne naissance à des compressions des compartiments internes et en externe, qui peut avoir des douleurs du ligament latéral externe et le fameux syndrome de l'essuie-glace. Donc, essayez de retenir surtout, voilà, si la personne est debout, les genoux sont collés, pieds décollés, c'est un valgum. Si les genoux sont décollés quand les pieds sont collés, c'est varum. C'est la seule chose qu'on va vous demander de retenir quand vous allez remplir votre dossier. Après, s'il y a une pathologie, en général, il y a des radios que vous nous transmettez et on peut traiter avec ce que vous nous dites sur les genoux. Alors, on va voir si vous avez suivi. Je vais vous poser quelques petites questions. Le genou varum est aussi appelé genou en X. Donc, c'est faux, c'est le genou valgum qui est appelé genou en X. Très bien, vous avez bien répondu. Alors, ensuite, on va voir les mouvements de pronation et de supination. Alors, pour ceux qui ont déjà commencé à utiliser la plateforme, mais on va le répéter tout à l'heure, quand vous faites un test dynamique, c'est-à-dire quand vous faites marcher votre patient sur la plateforme, quand vous obtenez le résultat, il y a écrit pied supinateur ou pied pronateur ou pied neutre. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est. Un pied pronateur, c'est un pied qui a une tendance à s'affaisser vers l'intérieur. Je m'explique. Quand je marche, normalement, je dois marcher à peu près comme ça, d'accord? Quand je marche un peu comme ça, un peu incliné en dedans, ok? Et que je marche plus sur la tranche interne du pied, c'est un pied pronateur. Donc, la définition exacte, c'est la pronation est une tendance du pied à s'affaisser vers l'intérieur, donc vers l'axe du corps. Hein, donc là, ce serait ce pied-là, dans la foulée. Preuve en image. Donc, là, on voit qu'il y a plus d'appui sur la partie interne. On reconnaît aussi parce que souvent, cette partie-là est bombée et cette partie externe est creusée. Là, on voit que c'est un peu bombé et là, c'est un peu creusé. Et du coup, la personne, quand elle marche, eh ben, elle appuie plus sur la tranche interne, sur celle-ci, du pied. Je remontre. OK. Attendez, hop, ça a lancé la vidéo à côté. Donc, la supination, vous l'aurez compris, ça sera l'inverse. Donc, la tendance à marcher sur la tranche externe du pied, donc à s'affaisser vers l'extérieur. Donc, là, on le voit aussi. Hein, ici, c'est un peu creusé, là, c'est un peu bombé, donc c'est l'inverse. Et la personne marche plus sur la tranche externe, donc plus sur celle-ci. De toute façon, la machine vous donnera le résultat, mais je veux quand même que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, la personne, vous voyez, marche beaucoup sur le côté externe.
Les mouvements de flexion plantaire et de flexion dorsale. La flexion plantaire, c'est une tendance à amener la pointe du pied vers le bas, comme si on mettait le pied en pointe. Et la flexion dorsale, c'est une tendance à amener la pointe du pied vers le haut, donc comme si on voulait ramener la pointe du pied vers le tibia. D'accord ? Flexion plantaire, on voit que c'est un peu le mouvement qu'a le pied dans une chaussure à talons. Et flexion dorsale, c'est l'inverse. Et enfin, les mouvements d'abduction et d'abduction. Donc, l'adduction, on va commencer avec celui-ci, celui qui a 2D comme Didier, hein, qui est là. C'est une tendance à ramener les pointes de pied en dedans. Donc, comme je ramène les pointes de pied en dedans, j'ai tendance à fermer le pas. Et pour l'abduction, c'est l'inverse, c'est la tendance à éloigner les pointes de pied de l'axe du corps, donc à ouvrir le pas. Je vais vous noter dans la barre questions-réponses. Moi, j'avais un moyen mémotechnique qui marchait très bien. Pareil, adduction, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser quand vous allez faire les examens, mais c'est pour votre culture. Adduction, il y a 2D dedans, ça me faisait penser à dedans, et du coup, c'est amener les pointes de pied en dedans, donc fermer le pas. OK ? Et du coup, l'abduction, c'est l'inverse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du valgus, le valgus, on fait de la pronation, donc de la chute en interne, et de l'abduction, de l'ouverture de pas. Donc, on marche un peu comme ça. Alors que l'adduction, c'est l'inverse. On marche sur la tranche externe avec la supination et on marche en dedans. On marche un peu comme ça. OK ? Est-ce que les personnes qui assistent au cours ont déjà commencé à utiliser la plateforme? Si vous pouvez juste me répondre dans la partie questions-réponses, s'il vous plaît. Si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Non et oui. OK. Ne vous inquiétez pas, c'est pas plus mal aussi de ne pas l'avoir encore utilisé. Comme ça, vous comprenez bien comment ça fonctionne et vous avez les bonnes bases pour commencer. Et pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ça va vous paraître un peu plus parlant. Alors, les différents types de pieds. Ça, c'est ce que vous allez avoir comme empreinte quand vous allez faire la statique ou même la posturo. Donc, pour savoir reconnaître pied creux, pied normal ou pied plat. Donc, je rappelle que, pareil, quand vous faites votre statique, la machine, elle vous dit, c'est un pied plat, c'est un pied creux, c'est un pied normal. OK ? Donc, maintenant, je vais quand même vous expliquer comment les différencier. Donc, un pied normal, on va avoir l'appui au talon, l'appui de l'avant-pied, et une bandelette en externe qui s'appelle l'isthme. I-S-T-H-M-E. Cet isthme, il doit faire à peu près un tiers de la largeur du pied. D'accord ? Ça, c'est un pied normal. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'appui sous la voûte? Parce que justement, on a le creux de la voûte. Le pied plat, donc on a l'appui au niveau du talon de l'avant-pied, mais on a un isthme qui est élargi, tout simplement parce qu'on a une chute de la voûte plantaire. On n'a pas de voûte plantaire, c'est complètement à plat, donc forcément, il y a plus d'appui ici. C'est pour ça que l'isthme est élargi. Le pied plat, il est très souvent, voire quasiment tout le temps, valgus. Vous pouvez noter pied plat, valgus, plus, plus, plus. D'ailleurs, quand les gens viennent faire des semelles parce qu'ils ont les pieds plats, en fait, c'est le valgus qu'on corrige, hein, puisque le plat, on ne peut pas le corriger. Quelqu'un qui a un pied plat, il gardera son pied plat toute sa vie. Il n'y a que les enfants, où les enfants naissent tous avec le pied plat. Quand vous regardez les pieds des bébés, ils sont toujours plats. Jusqu'à 7-8 ans, le pied reste plat. Et ensuite, soit il se transforme en pied creux, soit en pied normal, soit il reste plat. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est leur génétique. C'est comme avoir les yeux bleu, marron, vert, ça, on ne peut rien faire avec les semelles. Par contre, ce qu'on peut faire chez un enfant, c'est comme très souvent il a le pied plat valgus, on lui corrige le valgus pour éviter qu'il garde son valgus plus tard. Donc, pied plat, très souvent valgus, normal chez l'enfant, isthme augmenté, chute de la voûte plantaire, et c'est un pied qui est très laxe, très mobile. Hein. Alors, le pied creux, ça va donc être l'inverse. On a une augmentation de la voûte plantaire, donc une augmentation du creux. Hein. Il y a même des gens chez qui on peut carrément passer la main en dessous. Donc, on n'a pas d'appui sous la voûte plantaire, donc on a un isthme qui est rétréci. Hein. Et c'est un pied qui va être plus souvent varus, donc l'inverse du pied plat, et qui va être plus souvent rigide. Pareil, l'inverse du pied plat. Ça, par contre, des pieds creux chez l'enfant, vous n'en verrez pas. Hein. Ou alors, c'est qu'il y a un problème neurologique, il faut envoyer chez le pédiatre. Hein.
Le pied creux, il engendre pas mal de pathologies. Déjà, comme il a une voûte plantaire qui est augmentée, par conséquent, le coup de pied est plus prononcé. Regardez par rapport à un coup de pied normal, où ici c'est plutôt plat, ici c'est très très bombé. Ok? Donc, c'est des gens qui vont avoir du mal à se chausser, ça va leur faire mal la compression de la chaussure sur le dessus. Ils ont très souvent aussi des métatarsalgies, les pieds creux, c'est-à-dire des douleurs sous les têtes métatarsiennes. Le pied creux, quand vous voudrez le reconnaître, vous verrez, il a toujours des griffes d'orteils, c'est-à-dire les orteils qui se courbent un peu. Regardez par rapport à des orteils normaux. En haut, les orteils normaux, en bas, les pieds avec les griffes. Donc, je vous remontrerai après. Mais en gros, des griffes, hop, ça ressemble à ça, hein, vous voyez? Là, il y a des orteils normaux, là, c'est des orteils en griffes. D'accord? Et donc, le pied creux. Donc, on a dit, on peut avoir des douleurs sur le coup de pied, des métatarsiens verticalisés avec métatarsalgie, des griffes d'orteil. Et comme c'est un pied qui manque d'appui au sol, il peut présenter des instabilités de cheville avec des douleurs de cheville. Donc, ce qu'on fera toujours comme semelle dans le pied creux, c'est essayer de combler ce vide pour apporter de l'appui au sol au pied creux. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le cours ou des réflexions, à les noter dans la partie questions-réponses, hein. Alors, les hyperkératoses, c'est tout simplement la corne. Quand on en voit au niveau des orteils, c'est très souvent des corps. Quand on en voit sous l'avant-pied, c'est plutôt des durillons. Et quand on en voit sous l'arrière-pied, c'est des callosités. Ce qu'il faut retenir, c'est que les hyperkératoses, c'est dû soit au frottement, soit à l'hyperpression, le fait d'avoir trop d'appui. Donc, dès que vous voyez des zones de corne, si vous savez plus si c'est corps, durillon ou callosité, même si vous nous notez corne, on comprendra, vous nous notez où vous en avez vu. Comme ça, nous, on sait qu'il y a des zones de frottement ou de pression à ce niveau-là. Donc, corps, là, vous allez noter hyperkératose sur le 5e orteil. Là, vous allez noter hyperkératose sous la 2e tête métatarsienne et la 3e tête métatarsienne. Vous aviez compris que là, on était là. Et là, vous allez noter hyperkératose au talon. D'accord? Quand vous ferez votre dossier, dans vos remarques, vous noterez ça. Est-ce que ça va? S'il n'y a pas de questions, je pars du principe que ça va. Alors, je vous mets 2-3 petites questions pour voir si vous avez suivi. Alors, la pronation, tendance du pied à s'abaisser vers l'intérieur dans la foulée, vrai, vous avez tous bien répondu. Flexion dorsale et le fait de ramener la pointe du pied vers le tibia. Allez-y, j'attends que tout le monde réponde. Flexion dorsale, ramener la pointe du pied vers le tibia. C'est vrai, vous avez tous bien répondu. Abduction, mouvement qui ramène les pointes de pied vers l'axe du corps. Donc, qui ramène les pointes de pied en dedans.
Donc, abduction, mouvement qui se rapproche de l'axe du corps, c'est faux, c'était l'adduction. Très bien. Ah bah dis donc, c'est un bon groupe là. Un pied plat présente un isthme plus fin qu'un pied normal sur la plateforme. Donc, je rappelle, l'isthme, c'est ça. Donc, il est plus large sur un pied plat et plus fin, voire disparaît totalement sur un pied creux. Et là, la question, c'était un pied plat présente un isthme plus fin. Donc, c'est faux, il présente un isthme plus large. Attention, il y a quelqu'un qui s'est trompé. OK, allez. Donc, on y va pour les pathologies. Donc, les pathologies les plus courantes que vous verrez. Donc, pour celle de l'avant-pied, on va avoir les métatarsalgies. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des douleurs sous les têtes métatarsiennes. Tout existe. Il y a des gens qui ont mal sous toutes les têtes, des gens qui ont mal sous une seule, sous deux, sous trois, sous quatre, sous cinq. En général, la personne, elle vous montre. Elle vous dit, voilà, j'ai mal là, vous savez que c'est sous la deuxième tête, ou j'ai mal là, vous savez que c'est la quatrième tête. Ce qui peut vous indiquer aussi, c'est s'il y a des durillons. Moi, des fois, j'ai des gens qui me disent, ah, j'ai mal par là, ils me montrent 2, 3, 4. Puis je vois qu'il y a un gros durillon sous la troisième, ben, je sais que c'est la troisième tête où on a la métatarsalgie, puisqu'on a dit que les durillons, ils sont dus à l'hyperpression. Donc, par exemple, si quelqu'un me dit, ah, j'ai mal par là, bah, je sais que vu qu'il y a les durillons ici, on a de l'hyperpression sous la deuxième et troisième, donc c'est plutôt celle-ci que je vais décharger. D'accord ? Ce que vous pourrez retrouver sur la plateforme, c'est un hyperappui sous la tête métatarsienne concernée, soit à la statique, soit à la dynamique, soit dans les deux. Je m'explique, par exemple, la personne a très mal sous la deuxième tête, vous le mettez sur la plateforme et vous voyez une zone hyper rouge sous la deuxième tête. D'accord ? Les métatarsalgies, vous pouvez en avoir souvent sur le pied creux, on a dit. Vous pouvez en avoir souvent sur le pied, comment ça s'appelle ? Sur le pied, sur les gens qui mettent des chaussures à talons. Et vous pouvez en avoir souvent aussi chez les gens qui s'appellent une fuite du capiton plantaire, c'est-à-dire, vous savez, qui ont un peu comme la peau sur les os quand vous touchez leurs pieds, qui ont la peau très fine, bah, ils ont plus tendance à faire des métatarsalgies. Donc, évidemment, les gens qui ont des métatarsalgies, il faut leur déconseiller le port de chaussures à talons. Alors, les sésamoïdopathies, c'est tout simplement une douleur de nos petits sésamoïdes ici. Donc, on peut en avoir sur le pied plat, le pied normal, le pied creux. Mais on a remarqué qu'on en avait plus sur le pied valgus, tout simplement parce que le pied valgus pronateur chute en interne. Donc, durant la marche, on a plus de poids sous la partie interne du pied, donc plus de poids sur les sésamoïdes. Donc, la semelle classique, c'est décharger en arrière des sésamoïdes et corriger le valgus s'il y en a un. Enfin, le névrome de Morton, c'est un nerf qui passe. Le nerf de Morton, ce nerf, on l'a tous. Il passe entre le troisième et le quatrième espace intermétatarsien. Donc, mon troisième et quatrième orteil, je passe entre les deux ici. D'accord ? Et en fait, tout simplement, dès qu'on vient comprimer l'avant-pied, ça vient comprimer les métatarsiens contre les autres et pincer ce nerf. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Soit la personne, soit c'est quelque chose trop serré, ce qui est souvent le cas, soit souvent c'est les gens qui ont un pied très large, donc ça c'est leur morphologie, ou souvent qui ont un hallux valgus, ça a tendance à élargir le pied, donc avec n'importe quelle chaussure, ils se sentent comprimés au niveau de l'avant-pied et ça comprime le nerf de Morton, ce qui déclenche une douleur vive et violente, avec parfois des fourmillements dans le troisième et le quatrième orteil. Donc, le traitement, ça va être d'abord de conseiller une chaussure plus large. Sinon, si on rajoute une semelle dans une chaussure déjà trop serrée, ça va être pire. Et on fait une semelle pour décharger l'espace douloureux du Morton. Alors, l'hallux valgus, je pense que vous connaissez tous à peu près. Donc, déformation au niveau du premier rayon avec un premier métatarsien qui part en dehors, un premier tarsien qui part en dedans, oui, personne ne coupe, et un premier orteil qui part en dehors, ce qui donne une série osseuse qui est l'exostose. D'accord ? Donc, les gens, ils peuvent avoir soit une douleur au niveau de l'exostose par le frottement dans la chaussure, d'accord ? Soit une douleur dans l'articulation, soit parfois d'autres douleurs qui sont dues à l'hallux valgus,
comme par exemple le Morton, on vient de le dire, parce que comme le pied est plus large, vous voyez que le pied qui a l'hallux valgus, il est plus large que celui qui n'en a pas. Donc, ça peut être un facteur favorisant des troubles de Morton. Et comme normalement, quand on marche, on est censé terminer le pas sur la première articulation métatarso-phalangienne, et bien très souvent, comme on a mal à son hallux valgus, on décharge l'appui sous les autres têtes métatarsiennes qui ne sont pas faites pour recevoir un tel poids. Et très souvent, on peut avoir l'hallux valgus plus des métatarsalgies avec présence ou non de durillon sous les autres têtes métatarsiennes. L'hallux valgus, il peut être dû à la génétique, il peut être dû au fait d'avoir porté longtemps des chaussures trop serrées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en voit plus chez les femmes que chez les hommes, hein, mais il y a des hommes qui en ont aussi, je vous le garantis. Et il peut être dû aussi à une mauvaise démarche, donc une démarche en valgus, puisqu'en fait, le fait de marcher, pareil, en dedans, trop de poids sur la première articulation métatarso-phalangienne, ce qui favorise sa déformation. Donc, la semelle qu'on fera pour un hallux valgus, c'est décharger la première articulation pour la soulager, corriger le valgus s'il y en a un, et soulager les autres têtes métatarsiennes ou Morton si besoin. L'hallux rigidus, c'est, comme son nom l'indique, rigidus, rigide, c'est tout simplement de l'arthrose de la première articulation métatarso-phalangienne qui est souvent très douloureuse et qui a perdu en mobilité. Donc, on en voit sur les pieds plats, normaux, creux, un peu plus sur les pieds valgus parce que plus on termine toujours pareil, toujours plus le pas en interne, donc plus de choc sur les valgus, sur les rigidus. D'ailleurs, vous noterez que tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous ferez des examens, vous verrez plus de valgus que de varus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont dues au valgus aussi. Donc, forcément, vous les avez plus pour les semelles. Hein. D'accord? Donc, l'hallux rigidus, donc douleur de la première articulation métatarso-phalangienne, qui peut pareil être à l'origine de métatarsalgie, puisque très souvent on évite d'appuyer dessus à cause de la douleur, donc ça peut causer des métatarsalgies par report de charge. Donc le traitement, c'est pareil que l'hallux valgus, on décharge la première articulation métatarso-phalangienne, on corrige le valgus s'il y en a un, et on décharge les autres têtes métatarsiennes si besoin. Comment je reconnais un hallux rigidus? Eh bien, un hallux rigidus, il va avoir son exostose, sa bosse, qui va être plutôt sur le dessus. D'accord? Alors que l'hallux valgus, c'est sur le côté. Déformation d'orteil, ça, c'est nos fameuses griffes d'orteil. Alors, il y a quelqu'un qui dit, pour le rigidus, on ne voit pas déformation. Si, en fait, on voit ça de profil, on voit cette bosse sur le dessus. Mais quand on regarde de côté, on n'a pas cette bosse. Hein. Donc, quand c'est la bosse sur le dessus, c'est le rigidus. Et quand c'est l'hallux valgus, c'est la bosse sur le côté. On peut avoir un hallux valgus qui est rigidus, c'est-à-dire que ça peut être bossu sur le côté et un peu dessus. De toute façon, vous avez vu que même si vous vous trompez, c'est le même traitement puisqu'on décharge l'articulation et on corrige le valgus. Donc, au pire, comme c'est le même traitement, vous ne faites pas une erreur grave. Hein. D'accord ? Pas de luxation de l'articulation. Non. Normalement, il n'y a pas de luxation de l'articulation. C'est vraiment juste quand on fait une radio, voilà, c'est complètement arthrosé, il y a des ostéophytes, mais il n'y a pas de luxation. Jamais vu avec une luxation. Que ce soit pour l'hallux valgus ou l'hallux rigidus, si c'était la question. Alors, les déformations d'orteil. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des griffes. Il y a la griffe proximale, distale ou inversée. Je ne vous demande pas de les connaître par cœur, juste de comprendre que les griffes, c'est le système où les orteils sont courbés, ce qui favorise la présence de corps. Donc, tous les points rouges là que vous voyez, c'est les zones où il y a plus de frottement ou de pression, donc plus de probabilité de faire des corps. Donc, quand vous voyez des griffes pareilles, notez-le dans le dossier. Je le redirai tout à l'heure, tout ça. Alors, pas de luxation pour l'hallux valgus. Non. Par contre, ce que vous pouvez avoir dans l'hallux valgus, j'ai jamais vu que ce soit déformé au point de la luxation. C'est par contre une petite subluxation, donc ils sont souvent un petit peu déplacés les sésamoïdes, mais là on les voit pas sur la photo, donc je peux pas vous montrer. Mais ça se voit qu'à la radio et ça change pas le traitement.
Alors, petite question. C'est faux, ça touche aussi les hommes. Très bien. Bon, elle était facile. Alors, l'aponevrosite plantaire, pathologie que vous allez voir très souvent, très facile à diagnostiquer. Tout simplement, il faut savoir ce que c'est que l'aponévrose plantaire. Ça, on en a tous une. Hein. C'est un groupe musculaire qui s'insère sur le calcanéum, donc là, ce que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure, donc qui s'insère sur le talon, et qui parcourt le dessous du pied. D'accord? Tout simplement, quelqu'un qui a une aponevrosite plantaire, d'accord, il a des douleurs au niveau de son aponévrose. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui va vous dire « j'ai mal là ». D'accord? Donc, soit la personne vous dit « vous faites ça, j'ai mal là », soit elle vous dit « j'ai mal que sur ce point, que sur ce point ou que sur ce point ». Les jeunes disent « c'est que là », d'accord, ou « c'est que là ». Voilà, je sais que c'est dans cette zone-là, il n'y a pas à réfléchir, c'est une aponévrosite plantaire. L'aponévrose plantaire, elle fait mal quand on tire dessus. Qu'est-ce qui fait tirer sur l'aponévrose? C'est le pied valgus, donc encore une fois ce fameux valgus, et le fait de marcher trop à plat, hein, puisque je rappelle que le talon idéal recommandé par le podologue, c'est 4 cm, donc d'avoir le pied en légère flexion plantaire. Et très souvent, ça arrive chez des gens qui se chaussent l'aponévrosite plantaire, chez des gens qui se chaussent avec des chaussures trop plates, ou très souvent, ça arrive l'été quand les gens marchent beaucoup pieds nus ou en tongs, d'accord? Donc, ce qui met en tension l'aponévrose. Donc, comment on soulage? En corrigeant le valgus, d'accord? Et en mettant le pied en légère flexion plantaire, donc en mettant une talonnette. D'accord? Donc, quelqu'un qui vient avec une aponevrosite plantaire, il vous dit « j'ai mal ici ». Vous avez compris, dans votre test, c'était une aponevrosite plantaire. Très souvent, il vous dit « j'ai plus mal à plat qu'avec des talons ». Deuxième invention. Très souvent, sur la plateforme, vous retrouvez un valgus. Et le traitement, c'est correction du valgus et talonnette. Ça, c'est le traitement de la semelle. Et vous, ce que vous dites à votre patient, c'est tout de suite, même en attendant de recevoir ces semelles, de commencer à porter des chaussures avec un petit talon, environ 4 cm. L'épine calcanéenne, c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'aponévrose qui fait mal, mais qu'au lieu de faire mal au milieu sur son trajet, elle fait mal à son insertion. D'accord? Donc, quand une personne vient vous voir en vous disant qu'elle a mal au talon, d'accord, et qu'elle vous dit j'ai mal au talon et ça me fait plus mal à plat qu'avec des chaussures à talons ou avec un peu de talon, vous réfléchissez pas, c'est une épine calcanéenne, d'accord? Et en fait, pourquoi on appelle ça une épine calcanéenne? Parce qu'en fait, l'aponévrose, à force de tirer sur le tendon, sur le talon, elle a tendance à légèrement s'ossifier et du coup, en apparence, on a une épine calcanéenne à la radio. Mais c'est pas ce petit pic qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est la traction du tendon sur l'os. Donc, le traitement, c'est le même. On conseille à notre patient de porter une chaussure avec un petit talon et on fait une semelle avec correction du valgus et une talonnette. La tendinite du tendon d'Achille, bah, c'est tout simple, hein, c'est une douleur du tendon d'Achille. Ça, c'est une pathologie que vous verrez plus chez les sportifs. Hein. Les pathologies qu'on a vues avant, ça peut être chez les sportifs, mais ça peut être chez des gens pas du tout sportifs qui marchent quotidiennement, même des gens assez sédentaires. Hein. Donc, tout simplement, les gens peuvent avoir mal à l'insertion du tendon ou sur le trajet du tendon. Donc, ça fait à peu près mal ici ou sur le trajet. Donc, il vous montre souvent là. Et en fait, comme le tendon d'Achille, il fait partie du même groupe musculaire que l'aponévrose, bah, c'est pareil. La personne vous dit j'ai plus mal à plat qu'en talon. Donc, on lui conseille une chaussure avec un petit talon. S'il y a un valgus, on le corrige et on rajoute une talonnette sur la semelle. Ces 3 pathologies, c'est le même traitement. D'accord? Et c'est très facile parce que
Il n'y a pas d'autres pathologies qui touchent ici. Il n'y a pas, à part si à la rigueur on a une fissure ou une fracture de fatigue du talon, ce qui est assez rare. Mais de toute façon, comme souvent vous avez la radio qui prouve l'épine calcanéenne, c'est facile à le vérifier. Et la tendinite d'Achille. C'est possible que vous ayez des gens qui ont mal au talon, qui vous disent j'ai mal plus avec des chaussures plates qu'avec des chaussures à talons. Donc, vous êtes sûr que c'est une épine calcanéenne, mais la personne n'a pas fait de radio ou la personne a des radios où il n'y a pas l'épine calcanéenne dessus. C'est pas grave, vous êtes quand même sûr du diagnostic puisque des fois, l'épine calcanéenne n'a pas encore poussé. Hein, d'accord ? Alors, pas d'évitement pour l'épine calcaire. Alors, on peut en faire. Moi, j'en faisais tout le temps quand j'ai démarré au cabinet parce que quand j'étais étudiante, on m'avait appris qu'il fallait faire un évitement. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait mal, c'est pas une épine qui pousse dans le talon et il faut mettre un creux. Donc, un évitement, c'est un trou dans la semelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour éviter que ça appuie. Et en fait, ce qui fait mal, c'est le fait que le tendon tire. Qu'est-ce qui fait que le tendon tire? C'est le fait d'être à plat. Donc, on met une chaussure à talon, on rajoute une talonnette. Donc, le tendon ne tire plus. Mais on a un pied valgus. Donc, on corrige le valgus. Le tendon ne tire plus. Et c'est ça qui va soulager. L'évitement, c'est un peu psychologique. Donc, moi, j'avais une patiente, vraiment, même avec la semelle, elle ne supportait pas la semelle. Donc, j'avais fait un évitement. Et le fait qu'elle ne sente pas que son talon appuie, ça l'a rassurée, ça l'a confortée sur le fait que la semelle allait le faire. Donc, c'est deux écoles. On peut faire l'évitement ou pas. Mais j'ai soigné beaucoup d'épines calcanéennes. J'en soigne toutes les semaines, je crois, sans faire d'évitement. Et ça fonctionne très bien. Ce qui est vraiment à retenir, c'est traiter la cause. La cause, c'est le valgus et le fait de marcher à plat. Donc, les entorses de cheville, juste un petit rappel, quand quelqu'un se fait une entorse, on ne fait pas des semelles tout de suite. On traite l'entorse d'abord, donc peut-être attelle, froid, repos, glace, anti-inflammatoire. Maintenant, si vous avez un patient qui vous dit que depuis son entorse, il a une gêne, une douleur, une sensation d'instabilité, une peur de chuter, notez-le dans le dossier puisqu'on vient stabiliser le pied pour éviter les mouvements latéraux de cheville et éviter les douleurs d'entorse. D'accord ? Donc, moi, je demande toujours, au début, quand je demande si le patient prend des médicaments, si c'est déjà fait opérer, je demande toujours est-ce que vous avez déjà eu des fractures ou des entorses? Et quand ils ont eu des entorses, je pose tout le temps la question est-ce que vous avez une sensation d'instabilité, une gêne, une peur de chuter? Pas tout le temps, mais très souvent, ils me disent oui. Et je sais que je stabilise au maximum le pied, même si ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont venus à la base. Ça leur apportera énormément de confort. Alors, les semelles. Je vais vous expliquer rapidement chaque élément, qu'est-ce qu'il traite. Vous n'êtes pas. Alors, je pense que pour le coup, si Aurèle elle a posé les questions de l'évitement, c'est que vous avez le DU. Pour ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas, c'est Orthosteda qui choisit les éléments sur la semelle. Je vous explique juste pour votre culture personnelle à quoi ils servent. Donc, l'ARC, appui rétrocapital médian, c'est un élément qui vient décharger les têtes métatarsiennes du milieu. Donc, si j'ai des douleurs de la deuxième, troisième, quatrième tête métatarsienne, je mets un ARC. D'accord? Pour décharger 2, 3, 4. OK? Donc, je vais le mettre si j'ai une métatarsalgie de la deuxième et ou de la troisième et ou de la quatrième. Et je vais le mettre dans un Morton. Et je vais même rajouter des sous-capitaux. Donc, les sous-capitaux, malheureusement, je n'ai que la photo du premier rayon, mais elle existe pour chaque rayon. À chaque fois, il faut imaginer une bandelette. Hein. Donc, si j'ai mal sous mes deuxième, troisième, par exemple, 2, 3, quatrième tête métatarsienne, je mets un ARC pour décharger en arrière. Et je rajoute des sous-capitaux sous les têtes qui font pas mal. Donc, je rajoute des sous-capitaux sous la 1 et la 5 pour créer un évidement total de la zone douloureuse. Donc, quand il y a des sous-capitaux, vous savez qu'ils ont été placés sous des têtes pas douloureuses. Ah, Aurèle est orthésiste. Ah bah oui, donc du coup, tu maîtrises bien. Donc, c'est quoi ce que tu attends plutôt de ce cours, Aurèle? Peut-être toi, c'est plus la partie plateforme qui t'inquiète.
Alors, la BRC, la barre rétrocapitale, donc élément qui vient décharger toutes les têtes métatarsiennes. D'accord? Donc, on va l'utiliser soit s'il y a des douleurs de toutes les têtes métatarsiennes, mais en tout cas, quand il y a la 1 et la 5 qui sont comprises dedans, puisqu'on a vu que la RC, c'est que 2, 3, 4. La BRC, on l'utilise aussi beaucoup dans le pied creux, hein, puisque comme ici, c'est creux, on vient mettre une BRC pour essayer de combler au maximum ce vide. Hein. Sous-diaphysaire, élément qui vient décharger les orteils et donc les griffes d'orteils. Merci pour la simplicité des explications, puisqu'on m'a demandé d'essayer de faire simple, que vous sortiez du cours et que vous soyez capable de reconnaître des pathologies. Donc, c'est gentil pour le commentaire. OK. Ensuite, élément de l'arrière-pied. Donc, la talonnette, on la met sous le talon hein, pour l'aponévrosite plantaire, l'épine calcanéenne et la tendinite d'Achille. Attention, on la met toujours des deux côtés. Donc, ça veut dire que même si mon patient a une épine calcanéenne à droite, bah, je lui mets une talonnette à droite et une talonnette à gauche. D'accord? Sinon, je vais lui créer une différence de longueur. Par contre, si vous avez des patients qui vous disent j'ai mal au dos, mon médecin m'a dit que j'avais une différence de longueur et qu'il fallait me la traiter, ou que même vous avez une ordonnance avec écrit merci de traiter l'inégalité de longueur de ce patient, vous demandez les radios et le compte-rendu des radios et vous les envoyez à Orthosteda en même temps que vous envoyez comment ça s'appelle? En même temps que vous envoyez le compte-rendu Orthosteda. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir si c'est une vraie ou une fausse inégalité de longueur de jambe. On a besoin de voir combien de millimètres il y a pour savoir comment corriger. D'accord? Sinon, on ne fera pas la talonnette. Hein, d'accord? Donc, pensez bien à faire envoyer les radios. Anneau talonnier, petit élément qui passe au pourtour du talon. Élément de confort plutôt. Hein. Donc, élément qui crée de la supination, élément qui crée de la pronation. Donc, je les ai mis en deux catégories. C'est facile. Si j'ai un pied pronateur, donc valgus, je vais mettre des éléments en interne pour créer de la supination. Donc, dès que vous verrez des éléments sous la partie interne du pied, ça sera pour corriger un valgus. Comme vous aurez plus de valgus que de varus, je vous l'ai dit, vous verrez plus souvent ces éléments-là. Il y a les éléments qui corrigent l'avant-pied, comme le CSA, le médio-pied, comme la voûte et les micropoles internes, antériorisés, et les éléments qui corrigent l'arrière-pied. À l'inverse, si j'ai un pied varus, donc je marche plus sur la tranche externe du pied, à ce moment-là, je viens mettre des éléments sous la tranche externe du pied pour ramener le pied en position neutre. D'accord? Donc, il y a les éléments de l'avant-pied, de l'arrière-pied, la bande pronatrice qui relie les deux. Ça, c'est encore un élément de l'arrière-pied, un élément de l'arrière-pied. Retenez, j'ai un valgus, je chute en interne, je mets des éléments sous la partie interne pour redresser. J'ai un varus, je marche sur la tranche externe, je mets des éléments sous la tranche externe pour corriger. Alors, ce que je vous propose, c'est que comme on a fini la partie théorique, on va faire une petite pause d'un quart d'heure. Vous en profitez si vous avez des questions sur la partie théorique, des choses que vous n'avez pas compris, vous voulez que je réexplique, je ne me vexe pas. Et quand on revient de la pause, on attaque la partie pratique. À tout de suite. On va faire retour à 13 h, comme ça on fait un petit quart d'heure de pause.
Rebonjour. Alors, il n'y a pas eu de questions, donc j'estime que tout est acquis. Donc, avant de passer à la partie vraiment pratique, déjà, comment sont remboursées les semelles? Je ne sais pas si vous avez déjà commencé tous à en faire. Donc, déjà, il faut absolument une ordonnance du médecin. Une ordonnance sans médicaments dessus, juste écrit une paire de semelles orthopédiques. Des fois, il y a des indications particulières. Le médecin veut, je ne sais pas, tel ou tel élément dessus ou une correction d'inégalité de longueur ou quoi. De toute façon, soit vous nous la scannez, vous nous l'envoyez, soit je vous montrerai, il y a un endroit dans la plateforme pour noter ce que demande le médecin. Donc, à rembourser une fois par an de date à date. Donc, attention, puisqu'il y a beaucoup de gens, comme ils veulent de pair, ils viennent en décembre 2024, ils tentent de revenir en janvier 2025. Ça ne fonctionne pas pour la Sécu, c'est de date à date. Et 2 fois par an, donc tous les 6 mois pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants changent de pointure. Donc moi, je leur dis, c'est pas grave si vous respectez pas 6 mois, mais essayez à chaque changement de pointure de bien penser à revenir. C'est remboursé aussi 2 fois par an en cas de variation pathologique ou de variation due aux conditions particulières de l'exercice professionnel. Honnêtement, j'en ai jamais vu. Ce que je vois le plus en cabinet, c'est 1 fois par an les adultes, 2 fois par an les enfants. Là, vous avez les montants en fonction de la pointure qui sont remboursés. D'accord? Sachant que il y a ce montant, c'est pour les CMU, par exemple. D'accord? Si c'est quelqu'un qui a un régime normal de la Sécu, il est remboursé 60% de ce montant-là. Le reste est à leur charge et ou à celle de leur mutuelle. En ALD, donc pour les diabétiques, c'est mieux remboursé. On va voir pourquoi. Alors, les diabétiques, je vous montrerai tout à l'heure, il y a un test sur la plateforme pour les diabétiques pour voir s'ils ont des risques de développer un jour des plaies qui sont appelés les maux perforants plantaires. Pourquoi les diabétiques ont plus de chances de faire des plaies au niveau du pied? Dans un premier temps, puisque le diabète engendre au niveau du pied ce qui s'appelle une neuropathie, c'est-à-dire une perte de sensibilité au niveau du pied. Donc, le risque, c'est quoi? Le diabétique va avoir un corps, du rayon, un corps étranger dans le pied, une plaie, une ampoule. Il ne va pas avoir mal, il ne va pas consulter. L'artérite, deuxième conséquence du diabète au niveau du pied. Du coup, comme on a de l'artérite, moins d'apport de flux sanguin au niveau du pied. Et de ce fait, risque pour le pied d'avoir une moins bonne cicatrisation. Donc, ce qu'on essaye d'éviter avec la plateforme et le test diabétique, c'est par exemple, ce patient appuie trop sous la première tête métatarsienne. Donc, il y a un risque qu'il développe un jour un corps sous la première tête métatarsienne ou un durillon, qui, comme il ne va pas le faire traiter puisqu'il ne va pas en ressentir la douleur, ce corps va s'infecter. Comme il a de l'artérite, ça ne va pas cicatriser et ça va aboutir à un ulcère qu'on appelle le mal perforant plantaire. Alors, on y va. L'arbre de décision Vistapod, ça c'est un résumé de toutes les pathologies qu'on peut retrouver au niveau du pied, du genou ou du dos. Je vous conseille de l'imprimer, pourquoi pas le coller sur le comptoir de la pharmacie pour que les patients, lorsqu'ils discutent avec vous, y aient un accès visuel et puissent avoir envie de vous demander un examen pour faire des semelles. L'examen clinique. Alors, je rappelle que si vous avez la plateforme, vous avez forcément une pièce où vous l'avez installée et où vous recevez votre patient. Donc, vous mettez toujours les chaises l'une en face de l'autre et l'ordinateur de manière à ce que le patient ne puisse pas voir ce que vous faites. Hein, ça vous évitera de passer trop de temps sur l'examen, de devoir détailler tout ce que vous faites, lui montrer chaque analyse, etc. Et surtout, ça évitera lorsqu'il monte sur la plateforme qu'il se penche pour essayer de voir regarder les résultats et que ça nous fausse les résultats. Donc, il s'installe, il se déchausse. Alors, on m'a posé la question, la plateforme, elle fonctionne avec les chaussettes et les collants. Donc, si vous êtes pressé, que vous faites un bilan rapide, vous pouvez le laisser. Moi, je préfère quand même que vous leur demandiez de les retirer, de manière à voir s'il y a des cordes, des durillons, des griffes, des plaies. Si c'est un diabétique, c'est important de pouvoir regarder surtout. La plateforme, juste pour rappel, on place bien les pieds parallèles. Il y a des gens comme les traits blancs étaient ouverts qui posent leurs pieds logiquement sur les traits. Non, parallèles. La prise en main du logiciel. Donc, c'est parti. On a notre patient qui est installé, qui s'est déchaussé. On ouvre son logiciel et on commence avec la page patient.
Est-ce que c'est possible de l'avoir en PDF? Oui, vous pouvez, je vous expliquerai après comment, mais sur le cloud de Proforma, vous pouvez télécharger toutes les diapos et le cours rédigé en PDF. Donc, je vous conseille plutôt d'écouter, surtout qu'à la fin, quand je vais terminer le webinaire, vous allez recevoir la vidéo du cours qu'on a fait. Donc, vous pourrez tout à fait le réécouter avec le PDF et prendre des notes à côté si besoin. Là, essayez plutôt de vous concentrer à écouter pour pouvoir poser des questions s'il y a des soucis tant que je suis là. Le poster, oui, vous pouvez l'avoir. Ah, d'accord, c'est le poster. Oui, vous le demandez à Proforma, il vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Alors, on ouvre sa page patient. Le nom, le prénom du patient, sa date de naissance. Donc ça, vous lui demandez, vous ne pouvez pas l'inventer. Son poids. Le poids, ça sera très intéressant pour nous pour voir si y a des risques pour le patient. Par exemple, quelqu'un qui fait 50 ou quelqu'un qui fait 100 kg, quelqu'un qui fait 100 kg, on va mettre des matériaux peut-être un peu plus épais pour éviter qu'il se tasse, par exemple. Donc, n'oubliez pas de demander le poids, quitte même à avoir une balance dans cette pièce-là de l'officine. La pointure du patient. Alors, ça, c'est le seul truc où je vais être casse-pied pour ne pas faire des jeux de mots. La pointure de sa chaussure, on s'en fiche. Ce qu'on veut, nous, c'est la pointure du gabarit. Parce que si vous prenez une chaussure en 44, mais que vous, c'est le gabarit 43 qui rentre, nous, ce qu'on veut, c'est le gabarit 43, puisque la semelle qu'on va vous envoyer, elle fera la pointure du 43 et elle rentrera dans sa chaussure. Alors que si on vous fait un 44, elle va être trop grande, ça va vous obliger de réajuster. Donc, quand vous lui demandez sa pointure, s'il vous dit je fais un 44, vous prenez sa chaussure, vous essayez le gabarit 44. Si ça rentre, vous notez 44. Si ça rentre pas, si c'est le 43, vous pouvez même si c'est le 43 femme, le 41 femme, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est la pointure du gabarit. La taille du patient, donc l'IMC, il se calcule, son lieu de naissance, son sexe. La profession, pareil, très important. On ne va pas faire la même paire de semelles à quelqu'un qui a un métier debout et à quelqu'un qui a un métier assis. Donc, si c'est une profession que vous ne connaissez pas, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit entrepreneur. J'ai dit, entrepreneur, je ne sais pas si vous êtes debout ou assis. Ah, moi, je suis debout toute la journée. Bon, je me le note à côté. Attention, toujours debout, ou je me le note dans les notes du patient. Pied dominant, vous ne remplissez pas. On s'en fiche. Numéro de sécu, vous pouvez le mettre, ça vous fait plaisir, mais après, vous allez passer la carte vitale, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Créez-le, donc à quelle date, par qui. Le QR code, on s'en fiche. Hein. Ça, c'est pour les applications mobiles. Vous n'en avez pas du tout besoin. Alors, l'adresse, le code postal ou le joindre, puisque si vous recevez les semelles pour fixer un rendez-vous avec lui, s'il n'est pas déjà fait, ses coordonnées, c'est bien. Alors, dans les notes du patient, vous allez lui demander est-ce qu'il prend des médicaments pour savoir s'il est diabétique ou s'il a déjà des pathologies, je ne sais pas, des pathologies rhumatologiques, je ne sais pas moi, ou de l'arthrose, des traitements pour l'arthrose, pour le cholestérol, voilà. S'il prend un traitement, vous lui demandez. Est-ce qu'il a déjà été opéré du pied? Par exemple, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vous diront j'ai déjà été opéré de la luxe valgus ou j'ai déjà eu une fracture. Pensez à le demander. Vous demandez toujours s'il y a déjà eu des fractures ou des entorses au niveau du pied. Vous pouvez demander s'il y a déjà eu des opérations au niveau du genou ou au niveau du dos. Excusez-moi. Alors, vous demandez toujours s'il y a déjà eu des opérations au niveau du pied, du genou ou du dos. Et vous demandez aussi est-ce que le patient a déjà eu des semelles? Si oui, pourquoi? Je vous explique pourquoi. Si le patient il vous dit j'ai déjà eu des semelles pour une épine calcanéenne, mais maintenant j'ai plus mal, c'est quand même important parce que même s'il vient aujourd'hui pour, je ne sais pas, des semelles de confort, on va quand même faire une semelle qui traite l'épine calcanéenne pour éviter que celle-ci revienne. D'accord? Donc, note du patient, les antécédents médicaux, chirurgicaux, orthétiques. Vous pouvez demander aussi s'il pratique un sport, si oui, lequel et à quelle fréquence. Pareil, celui qui marche une demi-heure par jour ou celui qui court 3 fois par semaine, 1 heure, il faut le noter. Une fois que c'est fini, on coche la partie examen. Et là, on va avoir plein de choses à noter, mais vous allez voir que les patients, ils parlent tellement que juste en le laissant parler, vous allez pouvoir noter plein de choses. Donc, motif de la consultation. Pourquoi vous venez consulter aujourd'hui, monsieur?
Ah bah, je viens parce que j'ai mal au talon. Ok, lequel? Talon gauche. Douleur, talon gauche. Voilà, vous notez le titre. Et là, très souvent, sans que vous ne disiez rien, il vous raconte tout sur sa douleur. Et là, allez-y, vous prenez des notes. Ah, j'ai mal au talon gauche, ça fait 3 mois, je suis venue vous voir, je sais pas, en plus, ça me fait plus mal quand je suis à plat que chaussée, pieds nus, c'est insupportable, j'ai essayé de me masser, ça passe pas. Voilà, tout ce qu'il vous dit, vous notez. Parce qu'il y a des éléments qui vont être intéressants. Donc, si le patient ne parle pas, il vous dit juste j'ai mal au talon, vous lui dites depuis quand? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché la douleur? Alors, très souvent, ce qui déclenche la douleur, bah là, forcément, évidemment, on pense à l'épine calcanéenne, donc ça peut être le porte-chaussures plate. On demande toujours si le patient, il va avoir, par exemple, un élément déclenchant, par exemple, ça peut être une prise de poids, ça peut être un choc, ça peut être un nouveau travail où la personne va être beaucoup debout, la pratique d'un nouveau sport, l'achat d'une nouvelle paire de chaussures, d'accord? Pensez à ça. Qu'est-ce qui a pu déclencher? Ça peut nous donner des indications. Est-ce que vous pouvez évaluer votre douleur sur une note entre 1 et 10, sachant que 1 sur 10, c'est pas douloureux, 10 sur 10, c'est extrêmement douloureux, d'accord? Pourquoi? Parce que si le patient vient 6 mois après en vous disant j'ai encore mal et qu'il vous dit j'ai mal à 2 sur 10, mais qu'avant il avait mal à 10 sur 10, bah, il a encore mal, mais vous avez fait un bon travail, ça vous permet de grader votre travail. Vous pouvez lui demander est-ce qu'il a déjà fait des traitements? Est-ce qu'il a déjà fait de la kiné? Est-ce qu'il a déjà vu un médecin? Est-ce qu'il a déjà fait est-ce qu'il prend des antidouleurs? Est-ce qu'il a déjà un traitement pour cette douleur? Est-ce qu'il a déjà consulté pour cette douleur? Comme en général, ils viennent avec une ordonnance, ils ont effectivement déjà consulté. Vous avez peut-être même déjà le diagnostic noté sur l'ordonnance. Vous demandez toujours s'il y a des radios, des IRM, des scanners, et toujours pareil, vous les transmettez en même temps que le dossier. Ensuite, dans les notes de l'examen, donc là, vous allez noter ce que vous voyez à l'examen. Est-ce que la personne, par exemple, est venue avec une canne, ou avec des béquilles, ou avec une attelle, une genouillère? Vous notez. Est-ce que le patient, lorsqu'il est debout, vous voyez un genou valgum ou un genou varobe? Vous notez. Est-ce que sur le pied, vous voyez des griffes d'orteils, des cordes, des durillons? Si oui. Si vous avez un patient qui vient et qui vous montre un endroit du pied et vraiment vous ne savez pas ce que c'est. Vous dites ça, Madame Habib, elle ne nous en a pas parlé pendant les cours. Il vous dit par exemple j'ai mal là ou j'ai mal là, je ne sais pas. Il vous montre un endroit que vous ne comprenez pas. Vous notez exactement où il a mal. Donc, par exemple, sur le dessus du pied, sur le dessus des métatarsiens, ou si vous montez là, vous mettez le long du 5e métatarsien, ou au-dessus de la malléole interne. Ou au pire, vous prenez carrément une photo de lui en montrant sa douleur. Vous pouvez faire ça. Hein. C'est pas grave. Essayez quand même de noter tout ce que vous voyez. Si vous avez l'impression qu'il y a un pied creux, un pied plat, si vous avez déjà des impressions, même assis, hein, vous pouvez les noter. Correspondant, donc par qui a été adressé le patient, note est-ce qu'il y avait quelque chose de noté sur l'ordonnance, comme la demande d'une talonnette ou d'un élément en particulier, vous notez. Examen clinique, donc bonne nouvelle, toute cette partie-là n'est pas à remplir. Ce que vous nous remplissez, c'est le type de chaussure et l'usure. Alors, l'usure, je m'explique. Si la chaussure, elle est usée partout, c'est pas la peine de tout calculer. Si la chaussure, elle est bouffée, désolée de parler comme ça, mais elle est mangée à un endroit, là, vous le notez. Ce que vous verrez le plus, c'est une usure postéro-externe, puisque l'attaque du pas doit être en postéro-externe. C'est ce que vous verrez le plus. Donc, je rappelle, postéro, c'est l'arrière, antéro, c'est l'avant, interne, c'est cette partie-là, externe, c'est cette partie-là. Vous ne remplissez que si vous voyez une usure importante. Et la pointure, si vous avez oublié, vous renotez le gabarit. Est-ce que ça va pour ces 2 premières pages? Mettez-moi des pouces. Oui, ok. Alors maintenant, on va faire les examens statique, posturo, dynamique. Allons-y. Pour la statique et la posturo, le patient doit se tenir droit, les pieds parallèles au même niveau, les bras le long du corps, le regard loin. Vous allez avoir beaucoup de gens qui regardent leurs pieds ou qui vous regardent vous. Non, tout droit. Acquisition statique. Le patient est bien positionné. OK, je clique sur enregistrer.
Et là, on obtient une empreinte. Moi, quand je regarde, je me dis, ce pied-là, pour moi, il est entre le normal et le creux. Peut-être creux parce qu'il y a une perte d'appui. Celui-là, l'isthme, il est un peu plus large, donc on pense plus à un pied plat. La machine, elle vous donne un seul résultat, vous mettez pied plat, puisqu'elle en prend qu'un seul en compte pour la globalité des deux. Mais vous le savez, l'isthme normal, il fait un tiers. Un peu plus qu'un tiers, c'est là, c'est plat. Un peu moins qu'un tiers, c'est creux. On voit beaucoup d'appui de zone rouge au talon. Ça, c'est normal. Au niveau de l'avant-pied droit, rien à signaler. Au niveau du avant-pied gauche, quand même, hyper appui sous deuxième et troisième tête. Alors, ça dépend ce que vous avez eu à l'examen. Si vous avez eu quelqu'un qui avait mal sous l'avant-pied gauche, vous savez tout de suite que c'est peut-être une métatarsalgie 2 et 3, puisqu'on voit l'hyperappui ici. Voilà ce que vous pouvez voir. Tout sera en fonction des douleurs aussi que vous trouvez. Maintenant, on fait la posturo. C'est la même chose, la même position debout statique, mais on l'enregistre sur plusieurs secondes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un reste debout longtemps, il n'est pas parfaitement immobile, il a tendance à osciller et avoir un appui préférentiel sous un pied. Donc là, on voit par exemple que la personne, elle appuie un petit peu plus à gauche qu'à droite. Alors, c'est rare que vous ayez quelqu'un qui appuie pareil exactement sur les deux pieds. Franchement, il y a toujours un petit appui préférentiel. Alors, j'ai remarqué que très souvent, si la personne vient consulter parce qu'elle a mal au pied droit, elle appuie plus sous le pied gauche pour essayer de se soulager, très souvent. S'il y a des douleurs de dos et qu'il y a vraiment un appui plus marqué d'un côté que de l'autre, il y a potentiellement une inégalité de longueur, mais encore une fois, il nous faut les radios. Ensuite, on va faire la dynamique. Dynamique vidéo, un aller-retour sur la plateforme. À l'aller, par exemple, le pied droit sur la plateforme, au retour, le gauche ou l'inverse. Et l'avantage de la dynamique, c'est qu'on va savoir s'il y a une supination ou une pronation. Là, on voit que la personne, elle est où ma souris? Elle attaque au niveau du talon, elle déroule beaucoup sur le bord externe et elle termine sur le gros orteil. Donc, il y a beaucoup d'appui sur le bord externe, donc plus d'appui sur la tranche externe, plutôt une supination. Elle vous note supination des deux côtés. Ça, on est OK. Donc, à voir ce qu'il y a comme pathologie. Si c'est une pathologie qui est engendrée par une supination, on viendra corriger la supination. Maintenant, c'est là que c'est intéressant si le patient est diabétique. Uniquement si le patient est diabétique, vous faites le test diabétique, donc en appuyant sur ce petit pied rouge avec le triangle jaune, et ça vous dit qu'il y a un risque potentiel de développer un jour un mal perforant plantaire sous la 5e tête du pied droit et sous la 3e, 4e, 5e tête du pied gauche. Quand je regarde le ratio diabétique là, il est à 1,21. Ils vous disent ici en vert, un ratio diabétique inférieur à 2, risque limité, et risque supérieur à 2, élevé. Donc là, on est dans un risque limité, donc il n'y a pas tant que ça de risque, mais il y a des risques de développer des plaies à ce niveau-là. C'est logique parce que comme le patient déroule plus sur la tranche externe, forcément, il a plus de chances de développer des plaies sur la tranche externe du pied. Dans ce cas, on explique au patient qu'on va prendre en compte cela pour éviter qu'il ait plus tard des plaies en venant décharger les têtes métatarsiennes à risque. La dynamique multiple, c'est la même chose, sauf que c'est plusieurs allers-retours sur la plateforme, donc 4 allers-retours au total, et la moyenne des 4. Le seul avantage de la dynamique multiple par rapport à la dynamique simple vidéo, c'est que vous pouvez le faire aussi à la course. Voilà, donc là, ça vous donne le même résultat supinateur, et vous pouvez faire le test diabétique aussi. Quand vous faites marcher sur le patient, il faut toujours qu'il n'y ait qu'un seul pied sur la plateforme. Et on a terminé. On va dans utilitaire, choix du patient, choix de l'examen, parce que vous verrez que peut-être vous aurez des gens qui reviendront chaque année, donc il faudra bien choisir celui du jour. On l'enregistre sur le bureau de l'ordinateur et on l'envoie par mail avec les analyses radio, IRM, etc. si vous avez. Vous pouvez tout imprimer, votre fiche patient, examen, statique, dynamique, vidéo. Ce que je vous conseille de faire, soit pour que le patient reparte avec, et comme ça, si jamais il est venu sans ordonnance du médecin, vous faites payer les semelles, vous lui donnez le compte-rendu. Le compte-rendu, il l'amène à son médecin et son médecin lui fait l'ordonnance. Quand il vient chercher ses semelles, il vient avec l'ordonnance. Soit pour les envoyer directement au médecin pour lui faire un retour sur le patient qui vous a adressé. Une fois que Orthostéda a reçu les semelles, il les fabrique et vous les envoie. Vous ne les rendez pas au comptoir comme vous rendez une paire de médicaments. Vous dites au patient de revenir dans la pièce où vous avez fait l'examen la première fois. Vous lui demandez de retirer ses chaussures.
s'il y a une semelle, ils appellent ça la semelle de propreté de la chaussure. C'est-à-dire, si par exemple, c'est une chaussure Nike, des fois, il y a une semelle avec écrit Nike dedans qui est collée et des fois, c'est possible de la retirer. Retirez-la. Comme ça, vous aurez plus de place pour votre semelle. Vous essayez les semelles. OK, très bien. Elle rentre bien. Le patient se chausse. Vous lui dites qu'il va mettre une petite semaine à s'habituer, que s'il a vraiment des difficultés à s'habituer, il peut augmenter progressivement, 1 heure le premier jour, 2 heures le deuxième jour, et ainsi de suite. Et ensuite, de les porter vraiment tout le temps, de penser à les changer régulièrement de chaussures pendant 1 mois. Si dans 1 mois et demi, il a encore une douleur ou qu'elle n'a pas diminué assez facilement, à ce moment-là, vous lui dites de revenir vous voir. Et là, ne me posez pas la question, c'est au cas par cas. Vous dites au patient, vous appelez Vistapod si besoin, pour voir qu'est-ce qui n'allait pas sur les semelles pour que le patient ne soit pas soulagé. Alors, pour ma petite expérience personnelle, des gens qui reviennent parce que ça ne va pas, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais souvent ceux qui reviennent, avant de modifier la semelle, je leur pose cette question-là, est-ce que vous les avez mis tout le temps? Oui, je les ai mis tout le temps, mais c'est-à-dire que même à la maison. Ah non, pas à la maison. Je dis, mais vous sortez souvent de chez vous? Oh, 1 heure par jour. Donc, en fait, vous les avez portés 1 heure par jour. Mais la journée, même si vous êtes à la maison, que vous êtes beaucoup assis, vous faites des pas dans votre appartement. Donc, ces pas-là, ils n'ont pas été traités. Et très souvent, quand les gens ne sont pas soulagés avec les semelles, c'est parce qu'ils ne les ont pas assez portés. On a terminé. Alors, là, c'est le moment, le meilleur moment, j'ai envie de dire, parce que vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Voir vos expériences personnelles si vous avez déjà commencé à utiliser la plateforme. Je vous écoute. Est-ce que déjà il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Alors, en attendant que les questions arrivent, sachez que dès que je termine le webinaire, donc dès que j'éteins, vous allez recevoir le replay vidéo du cours qu'on vient de faire. Donc, si vous voulez revoir des passages, vous pouvez. Vous avez la possibilité d'aller sur le cloud ProPharma pour avoir le cours en PDF et les diapos. Et je vous ai également fait une petite fiche résumée de chaque pathologie, qu'est-ce que je pose comme question, quoi ne pas oublier comme question à chaque patient, que vous pouvez peut-être garder à côté de l'ordinateur pour les premiers examens. Donc pour Aurel, c'était très clair. Après, c'est vrai qu'Aurel, si tu es orthésiste, ça devait être assez facile pour toi. Est-ce que Amandine, Arnaud, Guy, Lucie, Robert, vous avez des questions? Pas de questions pour Lucie? Ok, avec plaisir. J'ai essayé d'aller au plus simple pour que les pathologies, vous sachiez les diagnostiquer directement. Mais au pire, vous inquiétez pas, si vous êtes paumé, voilà, vous dites, la personne a mal là, je ne sais pas. Vous faites bien la statique, la posture, la dynamique. Vous notez tout ce que vous voyez et Orthostéda fera le reste, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour vous, il y a des points à améliorer dans le cours que j'ai fait, des choses qu'il faudrait que je détaille plus ou que j'aille plus lentement ou qui vous ont posé problème. N'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je vois des gens qui mettent 10 sur 10, je vois des gens qui mettent 7 sur 10. Donc, peut-être 7 sur 10, c'est une bonne note, mais il y a peut-être des points à améliorer. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je ne me vexe pas. Je suis également enseignante en DU. Serait-il possible de transmettre une plaquette aux apprenants? Il faut voir avec ProPharma. Ce n'est pas moi qui décide ça. Alors, ce matin, c'était que la première partie, que ce qu'on a fait avant la pause, jusqu'à l'utilisation de la plateforme, en plus détaillé. D'accord? C'est-à-dire que ce qu'on a fait en première partie tout à l'heure en 40 minutes, je l'ai fait en 1h30 tout à l'heure. Voilà. Donc, si c'était assez rapide pour vous, si c'était trop rapide pour vous, refaites initiation à la podologie. Si c'était bon pour vous, vous n'avez pas besoin. Par contre, j'ai un autre cours qui s'appelle la prise en charge du patient au comptoir, qui, elle, pourrait vous plaire, je pense, qui permet de développer le nombre de semelles orthopédiques que vous faites au cabinet, enfin à l'officine.
Dans l'ensemble, vous êtes très contents, ça me fait plaisir. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, j'arrête le cours. Je reste connectée encore quelques minutes si jamais il y a des questions qui arrivent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Allez-y, vous allez voir, c'est super de faire des semelles. C'est très rentable en plus. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre sur mon mail. Des questions théoriques, hein, évidemment. Je vous dis, moi, la deuxième formation m'intéresse. Alors, la formation prise en charge du patient au comptoir, les prochaines dates, c'est en avril. Regardez là où vous aviez réservé pour ce cours-là. Ça s'appelle Meilleure prise en charge du patient au comptoir. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir.